Bienvenue sur Plus belle la vente, une émission présentée par Atmada pour découvrir les coulisses de la vente. Bonne écoute! Bonjour à tous, merci à vous d'être présents pour ce deuxième épisode de la saison 2 de Plus belle la vente. Aujourd'hui, on accueille Marie Taquet d'Iconoclass. Hello. Bienvenue, je te laisse te présenter. Merci beaucoup, bonjour à tous. Moi, c'est Marie d'Iconoclass. J'ai créé un nouveau genre d'école de commerce, donc spécialisée sur le métier de la vente, il y a 5 ans, mais on aura l'occasion d'en reparler. Et sinon, j'ai 30 ans, je suis maman, passionnée d'équitation, de boxe et de fromage. Et de rap. Et de rap. On est parti. Alors avant qu'on commence, rap, un titre à sortir. Un titre, numéro 10, Booba. Ah, pas mal. Ouais, Pas tu mal. connais, j'espère. Oui, je connais. Je serais sortie. Ouais, là, tu pouvais. je t'aurais dit, tu peux partir de bon cœur. Ah ouais. Non, je connais, je Booba, valide. ma passion. Presque parfois, je le quote. Je pourrais me faire un pitch Iconoclass. Tu sais qu'en prépa, on a un prof qui citait Booba, enfin qui faisait des analyses Ah de ouais texte de certaines punches de Booba. Ah ouais, vraiment. Bah, pourquoi pas. Pourquoi pas? C'était Pourquoi beaucoup pas. plus intéressant que Baudelaire, je te rassure. Ça m'étonne pas. Je te demande pas un fromage. On pourrait. On pourrait. Le camembert, je suis normande. Ah, d'où ça? Donc vers Lisieux, mais c'est un petit bled qui s'appelle Houilly-le-Vicomte. Je pense Ok. que peu de personnes connaîtront. Ah, je connais. Tu connais? Oui, Hallucinant. je suis de Caen. Ah oui, c'est vrai. Donc je On est tous connais, les deux Normands. voilà, c'est ça. C'est vrai, c'est vrai. Mais c'est les vrai. vrais Normands, les bas Normands, pas les Ouais, hauts ouais. Normands. Les hauts, c'est des faux, C'est des complètement. faux Normands, Pour exactement. tous les faux qui nous écoutent, on vous Voilà, aime. c'est ça. Et les Bretons, encore moins. Ouais, c'est clair. Le Saint-Michel, Super. on y Bon, va. bah écoute, merci beaucoup de venir nous voir. Pourquoi Iconoclass alors? Raconte-nous tout. Pourquoi Iconoclass? Longue histoire, mais donc désaccord d'une première part avec mes parents qui avaient très envie que je fasse des études longues et moi pas du tout envie à cette époque. Moi j'étais très focalisée sur l'équitation, je voulais en faire mon métier. Et donc en fait au moment du bac on a eu une sorte de contradiction où je suis allée en école de commerce sans le vouloir. Mais en fait en atterrissant en école de commerce j'ai trouvé l'expérience désastreuse. Alors, disclaimer, toutes les écoles ne se valent pas, bien entendu, nanana. Moi, l'expérience que j'ai vécue, c'est surtout une expérience d'une école post-bac. Il y en a beaucoup, malheureusement, aujourd'hui, qui sont comme ça, où tu as très peu d'heures de cours, finalement, la semaine, très théorique. 50 cours, 50 000 euros, enfin, entre 30 et 50 000 euros par école, je trouvais ça déjà, mais ridicule. Et je me disais, mais à la fin, tu n'es même pas sûre d'avoir un job. Tu fais tout ça. Alors, on te dit souvent que oui, grâce à un diplôme, tu auras plus facilement un travail, etc. Mais tu n'as aucune garantie. C'est comme si aujourd'hui, on te vendait une voiture qui ne fonctionne pas ou qui fonctionnera peut-être. Je trouve ça ouf. Et déjà, à l'époque, ça me rendait complètement malade. Et donc, très théorique, avec des profs qui n'avaient pas mis un pied dans une boîte depuis un bon moment. Et tu te dis, en fait, à la fin des 5 ans, je serai toujours autant paumée finalement qu'au début parce que je n'aurai pas forcément une idée précise du job que je vais faire. Je ne l'aurais jamais pratiqué. Et donc, au bout de 2 ans, j'ai drop out. T'arrêtes. J'arrête. Ouais. Donc, j'arrête avant même d'avoir une licence, rien. Je vais en cabinet de chasse de tête, métier que tu connais bien. Je connais bien. Et tu le sauras mieux que moi que le métier de commercial est un métier en tension. Peu de juniors, finalement, sont déjà opérationnels sur le job de commercial. Et en fait, il y avait une boîte sur 2 qui me demandait des sales. Et je me suis dit, mais c'est fou quand même parce qu'on a une tonne d'écoles de commerce en France et en fait, elles ne forment pas au métier de commercial. Elles forment au management, à la com, au market, voilà. Et donc là, j'ai commencé à me dire, OK, il y a des métiers en tension qui ne sont pas appris finalement à l'école. En tous les cas, ce n'est pas les métiers vers lesquels on te pousse quand tu es en école. Ça tend à changer, mais aujourd'hui, déjà à l'époque, personne ne rêvait d'être commercial. Ce qui est dommage parce que c'est un métier qui ne connaît pas le chômage et qui est très bien rémunéré. Bref, long story short, j'ai eu 2-3 autres expériences entre-temps, mais j'ai eu envie de monter l'école de mes rêves, une école où on apprend un métier, où on apprend par la pratique et où on trouve un job à l'issue. Et du coup, là, tu nous fais une belle ellipse, mais c'est quoi l'élément déclencheur entre je suis pas OK avec ce que je fais, il y a un métier, le métier de commercial qui est en tension, et du jour au lendemain, j'ouvre Iconoclass, on fait la première promotion, etc. Je pense qu'il y a eu un moment qui m'a vraiment marquée, c'est que donc j'ai eu une expérience où je faisais de l'intrapreneuriat, j'ai monté une boîte à l'intérieur du groupe Accor Hotel. Et dans cette expérience, on recrutait. Et souvent, les jeunes, quand ils venaient se présenter en entretien, ils me disaient « j'ai fait telle école, nanana », et ils passaient 10 minutes sur leur école. Et je me disais « mais c'est quand même fou que les gens se définissent uniquement par ça ». Alors que finalement, quand tu es un humain, c'est pluriel en fait, ce par quoi tu pourrais te définir. Et souvent, on commençait par l'école. Et en fait, je me suis dit, mais ça me frustrait, ça m'a tellement frustrée. C'est un entretien qui m'a tellement frustrée
Donc je me suis dit, mais j'aimerais que les gens voient leur vraie valeur, tu vois, et arrivent à se définir par ça plutôt que par une caractéristique finalement qui est une école. Et je pense que ça a été un des déclics. Et ensuite, bon, ça prend pas 2 secondes de monter une boîte, ça a pris du temps, le temps de construire un programme, trouver des profs, tu vois, trouver des trucs à la con, mais un nom, voilà comment ça va se passer vraiment au quotidien, se financer. Ça a pris 1 an, mais c'est vrai qu'il y a eu un avant et un après cet entretien d'embauche. Et c'est quoi qui t'a paru le plus compliqué dans tout ça? Je pense tout ce qui était autour de la plateforme de marque et de l'acquisition, plutôt marketing com, qui est pas du tout quelque chose où je suis à l'aise d'une manière naturelle, où j'ai dû vraiment apprendre et puis embaucher rapidement des stagiaires ou des personnes pour m'aider à me structurer là-dessus. Mais ouais, je pense que... Et d'ailleurs, encore aujourd'hui, je pense que tu vas faire la différence. C'est quelque chose qui reste difficile, surtout sur des métiers... la formation d'une manière générale, c'est comme les paquets de céréales, quoi. C'est assez compétitif d'une manière générale. On achète tous les mêmes mots-clés sur Google. Tu vois, on vise tous les mêmes cibles. Donc je pense que c'est au fil du temps arriver à faire la diff et par les élèves qui sont passés, les apprenants qui sont passés par Iconoclass et par aller en allant sur des cibles finalement qui conviennent mieux à notre produit, quoi. Affiner. Ça target au fil du temps, je pense. Et au-delà de la pratique, du coup, chez Iconoclass, c'est quoi la valeur différenciante par rapport à... En effet, c'est très concurrentiel sur le milieu de la formation et de l'école. Qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui qui est hyper différenciant? Ouais. Alors, nous, on propose d'apprendre un métier en 3 mois, ce qui est quand même... ce qui est la même value propre qu'une école en 3 ans, finalement, ou 5 ans. Parce que le but... alors oui, l'école, ça a plein de vertus, ça aide à plein de choses en tant que citoyen, etc. Mais l'école, ça aide quand même à acquérir des compétences, l'école du supérieur, j'entends, acquérir des compétences pour trouver un job. Donc, apprendre un métier en 3 mois, donc très rapide, qu'on peut commencer à rembourser une fois qu'on a un CDI, un job. Donc, c'est 6 500 € qu'on peut payer en mensualité une fois qu'on a un job. Ce qui fait que, certes, il faut faire une sorte de crédit avec notre partenaire bancaire au moment de l'entrée, mais ensuite, ça permet quand même d'avoir accès à beaucoup de personnes et d'être accessible. Pédagogie, donc basée sur la pratique, où on passe vraiment des appels. Donc, on apprend le métier de commercial, on passe des appels, on apprend vraiment à rédiger des emails. On pratique le job pour de vrai pendant la formation, sur des vrais clients, sur des vrais prospects, etc. Profs uniquement qui sont des professionnels. En activité. En activité, donc qui vendent toujours, donc qui donnent vraiment des anecdotes terrain. Et je trouve que ça fait toute la différence parce que il y a une espèce de sentiment où tu te dis, j'apprends des choses à l'école, mais dès que j'arrive dans le monde du travail, c'est déjà obsolète. Et puis, c'est complètement différent. Et complètement différent. Voilà. Qui fait des sautes encore? Bon, et encore une saute, ça pourrait servir, mais j'ai l'impression que c'est très partagé d'une manière générale par les élèves. C'est une frustration, en fait, d'apprendre des choses qui sont déjà obsolètes ou complètement différentes par rapport au marché du travail. Donc, nous, on a essayé de prendre le marché du travail et de le décliner en une école, plutôt que d'essayer de créer une école qui nous plaît, qui irait sur le marché du travail. Donc ça a été un peu un job... voilà. Et donc, je dirais, le Graal, c'est qu'on garantit un job. Donc si la personne n'a pas de job dans les 1 an, elle est remboursée. Et là, tu me disais que ça fait 5 ans, du coup, Iconoclass. Combien d'étudiants vous avez formés jusqu'à présent? En B2C, 1000 personnes. 1000 personnes? Près 1000 personnes, et on a lancé une verticale B2B, on reforme également les équipes commerciales, et sur celle-ci environ 2000 personnes, donc cumulé 3000 personnes environ. Donc ça fait quand même un gros noyau de personnes à... Carrément, ça commence. Et là, au bout de 5 ans, c'est quoi qui te motive encore? Franchement, c'est parce que je pourrais parler de mon métier de dirigeante où tu apprends tous les jours, évidemment, tu as des nouvelles missions, etc. Mais moi, ce qui me motive, c'est les fins de promo, quand je vois les gens qui n'y connaissaient rien il y a 3 mois, qui vont décrocher des jobs dans les startups, les plus belles startups, même dans des grands groupes, et qui ont vraiment changé de vie, quoi. Ça, le chauffeur de taxi ou le restaurateur qui n'en pouvait plus de ses horaires et qui va retrouver une vie un petit peu plus normale, peut-être dans une startup. Il y a les gens qui avaient des pressions de fou, comme des médecins, des avocats, pareil, qui changent de vie. Et, alors, métier de commercial, je pense qu'il y a beaucoup de pression aussi, mais c'est une pression qui est différente. Donc, les changements de vie. C'est vrai qu'on en a peu parlé. Bon, nous, on se connaît, on travaille déjà ensemble, mais vous avez beaucoup de profils en reconversion qui finalement avaient les compétences, on va dire, humaines, les soft skills, et qui viennent chercher les hard skills chez vous, quoi. Et donc, en fait, c'est des personnes qui ne maîtrisaient pas le commercial, mais qui pouvaient le devenir et qui finissent par être de vrais bons commerciaux à la fin. Carrément. Moi, je pense vraiment qu'avec de la motivation et de l'apprentissage des techniques,
si quelqu'un a vraiment envie de devenir commercial, c'est pas possible qu'il ne le devienne pas. Donc encore une fois, il faut bosser, évidemment, ça c'est le premier facteur, être super motivé, avoir compris le job et avoir des techniques. Mais moi, ça me paraît tout à fait normal aujourd'hui qu'on change de vie professionnelle plusieurs fois dans une vie et que si tu étais boucher, que demain tu as envie de devenir fleuriste et qu'après-demain tu as envie de devenir commercial, moi je trouve ça hyper OK. Et justement, je trouve que, tu sais, on met beaucoup de pression sur... quand tu as 18 ans, je ne sais pas si tu te souviens, mais il faut que tu choisisses tes études. C'est comme si tu choisissais ta vie, tu entière. choisis ton parcours. Ouais. Et je trouve qu'on met presque trop de pression parce qu'évidemment, il y a des métiers qu'on ne pourra pas faire peut-être à 70 ans. Devenir astronaute à 70 ans ou pilote de ligne, c'est peut-être compliqué. Mais il y a aussi beaucoup de métiers qu'on peut apprendre dans sa vie au fil de l'eau, tu vois, et décider de se reconvertir à 40, 50 ans. Nous, on a même eu des élèves jusqu'à 60 ans. J'en ai vu. T'en as vu qui ont changé de vie et je trouve ça cool en fait de dépressuriser un petit peu ce côté de ok, tu choisis une vie pendant 50 ans et de se dire bon bah écoute là c'est pour les 3, 5 prochaines années, 10 prochaines années, 20 prochaines années, mais si demain j'ai envie de changer c'est ok. Mais c'est générationnel aussi, c'est-à-dire que c'est plutôt la génération de nos parents ou grands-parents qui étaient dans une boîte et le Graal ultime c'était de faire son début de carrière, sa fin de carrière. Carrément. Si entre les deux t'étais malheureux c'est pas grave, mais c'était d'évoluer et puis c'était ainsi quoi. Ouais. Et c'est vrai que ça a changé ça pour le coup. Ouais. Pourtant je pense que ça reste, ça pourrait rester un bon modèle, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on a la bougeotte. Je pense que le fait qu'il y ait l'apprentissage, tu sais, sur les réseaux sociaux, très rapidement. En 2 secondes, tu apprends un truc sur YouTube, sur Spotify, sur TikTok. Et en fait, l'apprentissage, nécessairement, se fait plus rapidement. Donc, tu te dis que c'est peut-être plus à ta portée aussi de changer. Et je pense qu'on a beaucoup plus accès à l'information. Ouais, c'est vrai. D'une manière générale. C'est là où votre modèle, il est malin. Parce qu'aujourd'hui, une formation commerciale, un programme technique, tu demandes à ChatGPT ou que sais-je, tu l'as facilement. Ouais. Mais si tu es seul face à ton ordinateur, tu n'as pas l'aspect pratique. Ouais. Donc en fait, c'est là la vraie plus-value que vous avez forcément. Ouais, je pense que c'est là-dessus où les écoles elles vont être obligées de se poser des questions sur les années à venir parce que l'information théorique l'est déjà, mais va l'être encore plus, je pense, sur les années à venir. En 2 secondes, tu vas avoir un report, on va t'expliquer comment faire, etc. Alors qu'aujourd'hui, apprendre vraiment à faire quelque chose en le pratiquant, en le faisant, déjà ton cerveau le retient beaucoup mieux. On le voit quand on joue à un jeu de société, quand on t'explique les règles, tu comprends rien. Une fois que tu commences à jouer, tu comprends. Notre cerveau, il est vraiment fait comme ça, quoi. Donc je pense que l'apprentissage va prendre un peu cette tendance. Et c'est un peu ce qu'on voit avec l'alternance, d'une manière générale. Et je pense que de plus en plus, en fait, les écoles, elles vont être obligées de s'adapter à ce genre d'apprentissage. Et c'est ce qui est dur quand tu as 5 ans d'études, que tu dois refaire tout ton programme sur 5 ans. Nous, refaire un programme de 3 mois, ça nous prend 2 semaines. J'exagère un peu, mais tu vois, là, on a envie d'intégrer l'intelligence artificielle au programme. Ouais. Bah, là, en 3 mois, le temps d'une promo, on a réussi à le faire, quoi. Super, ok. Et je suis preneur de ton avis parce qu'il y a du coup Robin d'Autojuste sur l'épisode précédent qui m'a demandé si je pensais qu'on avait le commercial en nous à la naissance ou si on devenait commercial, et je suis preneur de ton avis du coup là-dessus. Ouais, moi je suis vraiment persuadée qu'on peut le devenir parce que les ventes d'une certaine manière, alors il y a beaucoup de compétences douces, enfin les soft skills, qui peuvent aussi s'apprendre à mon sens. Et il y a quand même beaucoup de compétences techniques, hard skills que tu apprends et c'est méthodique. Pour moi, la vente, c'est méthodique. Si tu suis toujours le même schéma, évidemment, tu mettras le petit truc qui fait que la vente de Simon, c'est la vente de Simon et la vente de Marie, c'est la vente de Marie. Mais je suis vraiment persuadée que oui, il y a des gens qui ont plus de facilité à créer un contact, ok. Mais le contact, ça fait pas la vente, forcément. Ça peut le faire, mais ça fait pas tout. Donc, je sais pas, moi je vois plein d'introvertis par exemple qui sont pas vus comme les meilleurs vendeurs d'une manière générale, qui finalement performent à fond parce qu'ils sont très dans l'écoute. Donc ils auront entendu le bon petit détail qui font qu'ils arriveront à te replacer une caractéristique ou un bénéfice qui leur correspond. Et donc, non, moi je pense que ça s'apprend. De toute façon, d'une manière générale, je trouve que tout s'apprend. Moi je suis vraiment persuadée que si tu es quelqu'un de colérique et que tu as envie de devenir quelqu'un qui est peace, ça s'apprend. C'est du travail, mais ça s'apprend. Je sais, je suis d'accord. Bon bah voilà. C'est un bon exemple. Tu penses quoi toi ? Moi, je pense qu'on a des prédispositions en termes de soft skills, et je pense que c'est le plus important, et que quelqu'un qui a des soft skills peut tout apprendre en effet. Et qu'après, alors, t'as une école de formation, on est formateur, alors on prêche aussi pour notre paroisse, mais
apprendre des hard skills, je suis tout à fait aligné avec toi que c'est de la technique, c'est de la méthodologie, c'est des étapes. Si tu les respectes, déjà, tu as fait une bonne partie du travail. C'est clair. Si en plus, tu as la personnalité adéquate, c'est qu'un plus. C'est bénéf, c'est sûr. Après, je pense aujourd'hui, en tout cas en France, j'ai pas de recul sur les autres pays, qu'on se méprend un peu, tu vois, sur la vision qu'on a d'un commercial. Ouais. Sur l'image et les qualités que doit avoir un commercial. Aujourd'hui, tout le monde pense qu'un commercial, il est extraverti. Bon, pour ceux qui ont le plus gros cliché en tête, il a une grande gueule, il te vend n'importe quoi à n'importe qui. Ouais. Au final, C'est un je pense mytho. que tu es d'accord. Ouais, non, mais c'est ça. Ouais. C'est un menteur, c'est un Ouais. magouilleur. Enfin, Mais c'est pour ça que personne ne rêve d'être commercial. aussi. C'est ça le problème, Aussi. c'est que si tout le monde... Je pense qu'on a aussi dans notre job une vraie mission de redorer le blason de ce métier, qui est un métier formidable, qui apporte des solutions. Mais c'est vrai que si tu as 18 ans et que tu dis à tes parents « je rêve d'être commercial », tes parents ils vont te dire « ouais, super, good for you ». Mais à ton avis, à part l'image, c'est la seule raison ou il n'y a que l'image? Ah ouais, moi je pense qu'il y a Ouais, une tu penses vraie qu'il y a question que l'image? Ouais, il y a une vraie question de ça qui est, tu vois, peut-être avec tout ce qui était VRP à l'époque, des films potentiellement qui Ouais. pourraient donner l'impression qu'être commercial, c'est comme tu disais, vendre n'importe qui, n'importe qui, et faire chier les gens aussi. Aussi. Tu sais, interrompre, être dans un peu l'irrespect de la place de l'autre, de je suis pas disponible, je t'appelle quand même. Enfin, je pense que ça vient un peu de là. Mais on pourrait faire plus de recherches. Ça mériterait recherche. Mm. Ça me fait penser à un truc que tes équipes, que nous on reçoit en entretien fréquemment et que nos équipes en début de formation nous disent, c'est avant de commencer à prendre le téléphone, j'avais peur d'appeler. Ouais. Personne n'a peur d'appeler. Tu appelles tes amis, tes proches. C'est simple d'appeler. Tu appuies sur le téléphone vert, c'est pas dur. Ouais. Mais Ouais. appeler un client, en fait, tu as ce mythe autour Ouais. qui fait que les gens en ont peur parce que tu es mal vu en France, quoi. Ouais, complètement. Complètement. Et je pense que les gens ont aussi peur d'appeler, enfin nous ce qu'on voit en formation, je suis sûre que tu le vois aussi, mais devant les autres, pour qu'en plus ils soient aussi écoutés, tu vois, il y a un tel qui va me juger et tout ça, c'est quand même très français. Et je trouve que cette peur finalement, dès que tu te concentres dans l'appel, elle part. Mais je peux comprendre l'appréhension en général des gens qui appellent d'autres personnes qu'ils ne vont pas connaître. Tu vois, c'est quand même, c'est vrai que c'est bizarre d'appeler quelqu'un, par exemple, si on parle de cold call ou de prospection téléphonique, c'est bizarre d'appeler quelqu'un que tu connais pas pour lui vendre un produit que toi tu connais mais que lui il connaît pas. C'est vrai que la démarche est curieuse. Ouais, je pense que c'est l'habitude, hein. Ça c'est comme tout, faut en faire quoi. Et tu penses que ça, cette barrière limitante, cette peur limitante, elle saute? Ah ouais. Elle saute pour tout le monde? Je sais pas si elle saute pour tout le monde parce que si t'as pas envie qu'elle saute, elle sautera pas. Mais alors, oui. Enfin, Ouais. je pense que si vraiment tu as envie de faire ça, alors évidemment, si toi-même tu as une réticence et que tu te dis je vais jamais y arriver, non, tu vas jamais y arriver, c'est sûr, parce que c'est un métier qui est quand même difficile, c'est un acte qui est étrange. Et comme tu dis, là, il y a des gens qui auront plus de facilité à le faire. Les extravertis se nourrissent des autres, donc par définition, prendront le téléphone facilement. C'est pas pour autant qu'après, ils seront bons à transformer, à choper un rendez-vous. Est-ce que ce sera qualitatif ou non, on ne sait pas. D'ailleurs, on le voit sur les centaines de personnes qu'on a formées, les gens qui veulent, même si au début, ils sont éclatés, ils le deviennent. Mais il faut le vouloir. Et pour moi, il y a une vraie truc de s'auto-persuader qu'on est sûr que c'est ce qu'on veut, parce que sinon, on se met sans arrêt un peu une barrière, quoi. Et vous les aidez à faire ce travail-là au début? Ouais. On ne pourra jamais aider quelqu'un qui ne le veut pas, tu vois. Je pense qu'il y a un vrai truc de volonté. Et c'est à force d'en faire. Ouais. Tu auras peur peut-être 50 fois, mais la 51e fois, tu n'auras plus peur. Je ne sais pas comment dire, il y a des déclics parfois sur des appels, tu vas avoir une bonne conversation, ça va te redonner confiance en toi, et puis le call d'après, encore, et donc ça va repartir. Et ensuite, tu auras pris l'habitude. Je pense que la prospection téléphonique, et tu peux me donner ton avis peut-être, mais c'est vraiment une question d'en faire au début quand tu as peur, quoi. Et c'est plus ça te terrorise presque, plus il faut y retourner. Nous, quand on forme à prospecter au téléphone, parce que c'est une de nos activités chez Atmada, on met à disposition des commerciaux, un peu comme vous le faites aussi, au service de nos clients, et ils appellent pour vendre des produits. Ouais. Tu as des profils juniors, tu as des profils moins juniors, mais 80% du travail de formation, il n'est pas technique, il est encore moins sur l'entreprise qui vend, il est sur la personne en tant que telle. C'est-à-dire que tu as des barrières limitantes, nous on est persuadés qu'il y a aussi une vraie importance sur l'énergie. C'est-à-dire qu'à discours égal, à personne égale, le sourire, je discutais de ça avec quelqu'un de chez toi ce matin, qui me disait, il nous forçait à sourire au téléphone. Ouais. Oui, parce que quand tu souris au téléphone, ça s'entend. Personne ne te voit, mais ça s'entend. Ouais. Pouvoir être debout. Ouais, debout. Être dans l'énergie.
Nous, on a supprimé les chaises, tu vois, des Funbox, par exemple. Ouais. Parce que tu es debout, tu es offensif, tu vas de l'avant, alors que tu es assis. Bon, là, on est vraiment assis penché, mais, oui, mais là, on est détente aujourd'hui. Mais du coup, tu n'es pas dans la proactivité. Alors que si tu es proactif, on va considérer que ton discours, au bout d'un moment, tu le connais, tu l'as fait 5, 10, 20, 30 fois. Bien sûr. Ok, il est acquis. Mais ton énergie, elle change au fur et à mesure de la journée, au fur et à mesure des calls. Ça, les gens ne se rendent pas compte que tu te fais insulter ou tu te fais envoyer chier. Même si c'est ton travail, voilà, c'est ça. À un moment, c'est frustrant, c'est traumatisant, etc. Et comme par hasard, et tu parles de déclic, et c'est vrai, tu vas signer bizarrement, celui d'après, il va bien se passer. Bah non, c'est pas bizarrement, en fait, c'est toi qui es dans les bonnes conditions. Complètement. Donc en fait, c'est qu'un travail psychologique qui est pas simple, parce qu'il y a tout ce qui est conscient, mais il y a tout ce qui est inconscient. Et donc, bah, nous, on essaie de développer alors à notre échelle, parce qu'on n'a pas... On ne forme pas 3 mois, mais c'est ça, c'est presque. Alors, tu vois, maintenant, on les force à faire des exercices de respiration. On a un sophrologue qui vient une fois par semaine. Trop bien, on est en train de voir avec un prof de yoga. Alors, bon, ça ne fait pas l'unanimité yoga, mais pourquoi pas. Mais parce que, en même temps, on vend de la performance à nos clients. Et si on a des commerciaux qui ne sont pas performants, pas parce qu'ils ne sont pas bons, mais parce qu'ils sont saoulés au bout d'un moment dans la journée, bah, on ne vend plus la performance. Donc, c'est important aussi, quoi. Ouais, ou il faut aller faire un tour, même 5 minutes, mais retrouver... en fait, nous, on leur dit toujours, il faut que le call d'après, il débute comme si c'était le premier de la journée. Tout le temps. Et c'est vrai que dès que tu sens que, bon, là, t'as pris un peu cher, ça fait 10 fois qu'on te dit, c'est mort, c'est non, ton premier livre, je sais pas quoi, je suis en réunion, j'ai pas le time. Va faire un tour. Et recommence, va prendre un petit goûter, fais-toi un café, et puis ça repart. C'est un métier, je pense, qui est méritocratique dans le sens où tu bosses, t'es performant, tu gagnes bien ta vie. En revanche... pour bien gagner sa vie, très bien gagner sa vie, bah, ça demande un effort, ça c'est sûr et certain. Mais moi je trouve qu'il n'y a rien sans rien non plus. Et en fait, tu ne pourrais pas avoir un métier incroyable où tu es assis comme ça doit exister. Hein. Sûrement. Ça doit exister. Il y a des exceptions à tout sur Terre. À soigner des bébés pandas, mais je me dis que bon, ça fait partie du job et ça peut être difficile, ça se comprend. J'ai une question un peu bizarre. Est-ce que tu penses aujourd'hui qu'être commercial en France, le jeu en vaut la chandelle ? Oui. Ouais. Alors oui, en revanche, je pense qu'il faut choisir sa boîte. Je pense que les boîtes où c'est pas déplafonné, désolé pour celles qui pourraient nous écouter où c'est pas le cas, bah changer de modèle parce que les variables plafonnées pour les commerciaux, moi je comprends pas. Bon après c'est mes partis pris, hein, chacun pour ce qu'il veut, mais nous on oriente souvent dans les boîtes où si c'est très performant, bah tu gagnes bien ta vie, l'entreprise gagne bien sa vie, donc il y a pas de raison que toi t'aies pas une sorte de quote-part à ça. Après j'ai vu des modèles récents où comme je crois que Alan font ça, où il n'y a pas de commission, mais le fixe est plus élevé. Ouais. Bon, vu la taille de la boîte, je pense que peut-être que ça marche aussi. Moi, c'est pas forcément ce que je ferais dans la mienne, mais j'entends le modèle. Et oui, il y a des... Enfin, moi, en tout cas, je connais même des juniors qui sortent d'Icono, qui ont 1 an, 2 ans de boîte, qui font des salaires à 8-10K, quoi. Ouais. Donc... ça commence à être quand même des salaires intéressants quand tu bosses. Alors, ils bossent peut-être un tout petit peu plus que la moyenne. Ou... Oui, je trouve que ça vaut le coup, mais qu'il faut bien choisir sa boîte. Ouais. Et toi... Tu penses pas ? Alors, moi, je suis comme toi. Hein, j'aime les salaires déplafonnés. Dans notre boîte, chez Atmada, même les filles à la com ont des coms. Les RH ont des coms. Les commerciaux ont des coms. L'admin a des coms. Enfin, tout le monde a des coms. Aussi bien collectives qu'individuelles sur la performance. Okay. Dada, bon, c'est comme ça. Ouais. On a de plus en plus de clients, comme Alan, qui ne mettent même plus de commission. Pour certains, le fixe est plus élevé. Pourquoi pas ? Pour d'autres, c'est juste une charge en moins. Ouais. Je comprends pas comment tu peux fonctionner comme ça. Ah ouais, moi je trouve que c'est un métier qui est trop... En tout cas, si le fixe, par exemple, n'est pas hyper intéressant, admettons s'il n'y a pas de com, je vois pas comment tu peux faire un métier qui est si difficile sans une sorte de bonus, quoi. Après, moi je trouve aussi qu'en France, on ne rétrocède pas assez de commissions. Ah oui, bon, ça c'est sûr. C'est-à-dire que le commercial, sur pas mal de secteurs d'activité, c'est le vrai poumon de ta boîte. C'est-à-dire que tu peux faire ce que tu veux, tu peux avoir le meilleur branding ou la meilleure logistique. Ta logistique, elle ne fonctionne pas si ton commercial ne vend pas. Et pour autant, on est toujours sur certains secteurs à des primes à 1, 2, 3%, alors que c'est vraiment des boîtes commerciales. Tu achètes, tu revends, et si tu ne vends pas, tu n'achètes pas. Donc en fait, et ça, je trouve qu'en fait, ça peut être frustrant pour des commerciaux. Et des fois, je me dis, quand je vois les salaires de personnes, dans certaines boîtes, des commissions et la difficulté à les atteindre, je me dis en fait ça vaut pas le coup. Enfin, mets-toi à ton compte, fais la même chose quoi, au bout d'un moment. Et... Ce qu'on est en train de te dire, je pense que c'est vraiment une question d'entreprise, c'est pas forcément une question aussi, de... Encore une fois, peut-être qu'on connaît... Enfin, moi perso, je connais peut-être pas assez les autres pays, mais il y a forcément des boîtes qui essaieront
de tout faire pour niquer les salariés et d'autres boîtes qui essaieront de tout faire pour que la valeur soit partagée d'une certaine manière. Franchement, les gens qui ne sont pas contents avec leur salaire, il faut juste qu'ils changent de boîte. Ouais. Et qu'ils viennent chez toi se reformer un petit peu. Ouais, et qu'après tu les places. Exactement, c'est un bon deal. Ouais. Ok. Et toi, quelles sont les caractéristiques que tu vas privilégier à l'entrée chez Iconoclast? Ouais, nous on essaie de voir tout ce qui est résilience. Alors c'est des caractéristiques, je trouve que quand c'est des caractéristiques entre guillemets un peu soft, parce que la technique un peu comme vous, on l'amène donc c'est plus des soft. On essaie de, c'est pas toujours facile je trouve à palper donc bon, mais on essaie de trouver des gens qui sont résilients. Qui mettent pas toujours toutes les fautes sur les autres, etc., qui arrivent à se remettre en question parce que je pense que c'est hyper important quand tu es commercial d'arriver à te dire ok, là j'étais pas top, ça j'ai très bien fait, ça j'ai pas fait, c'est pas à reprendre. Si t'es pas capable de faire ton auto-évaluation, c'est compliqué parce que tu vas toujours te dire lui c'était un con, lui il est pas de bonne humeur, te trouver des excuses quoi. Donc on essaie de trouver des gens résilients, on essaie de trouver des gens qui sont à l'écoute. On fait un petit exercice au début où en gros, on pitch notre parcours pendant 5 minutes, on leur demande de synthétiser notre parcours en 3 phrases, mais en prenant les infos clés du discours. Donc voilà, en étant sûr que les gens écoutent. Et on en parle beaucoup, mais la motivation, je pense que c'est un truc où si déjà t'es pas pleine balle d'avoir envie de faire ce travail, ça va être compliqué quoi. Après, nous, c'est des qualités où on sait que s'il y a ces 3 choses, plus un travailleur, blablabla, mais ça paraît évident, on va arriver à former le commercial. Après, quand tu es une boîte, est-ce que c'est ces caractéristiques ou pas que tu vas aller chercher? Je ne sais pas. Ouais. Mais nous, en tous les cas, on sait qu'avec ces qualités, on a un bon commercial qui va sortir. Et si tu étais une boîte qui recrutait en fin de cycle, est-ce que tu me donnerais les mêmes qualités ou moi, les sales que je recrute, après, ça dépend aussi de ton cycle de vente, aussi, etc. Mais moi, par exemple, je recrute plutôt des chasseurs. Je cherche aussi des gens qui ont le couteau entre les dents, mais ça, c'est pareil. C'est des trucs où tu comprends en interrogeant la personne, mais c'est difficile à voir en 45 minutes en entretien, quoi. C'est facile, quand tu fais du recrutement, on t'appelle, tu prends des références, tu demandes les chiffres d'une expérience. Quand tu commences à former quelqu'un, il n'a pas tout un dataset à te sortir sur son taux de conversion ou le nombre de calls qu'il arrive à faire par jour. Donc je trouve que ce n'est pas tout à fait la même approche. Mais que la base est nécessaire pour qu'ensuite les commerciaux soient efficients. Donc je pense qu'en tout cas, je prendrai résilience, ça c'est sûr, je pense que c'est indispensable. Écoute, c'est sûr et certain. Et oui, peut-être le dernier, couteau entre les dents, parce que la motivation quand tu cherches un job, c'est obligatoire que tu l'aies, c'est un peu évident, quoi. Et si à l'inverse, tu avais un red flag, un truc que tu vois chez un commercial, tu lui dis non directement? Moi, ceux qui ils me mettent des tunnels avant même qui écoutent rien, mais du coup, ce qui va à l'inverse un peu de l'écoute. Les tunnels quand tu es sales, c'est très 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 compliqué quoi. Donc ça c'est vraiment un truc pour moi, c'est red flag et si la personne n'arrive pas à être synthétique en se présentant en 10 minutes déjà c'est no go quoi. Genre le mec de chez Free qui t'appelle avec un 09 et qui te parle pendant 40 secondes avant que tu aies le temps de dire bonjour, c'est ça? Ouais, et c'est marrant parce que c'est très marrant que tu prennes cet exemple parce que j'ai vu un candidat qui venait de c'était pas Free mais c'était un concurrent et qui m'a vraiment mis un tunnel de 17 minutes pour se présenter. Je me suis dit, c'est fou. Et puis, il postulait pour dire co, tu vois. Donc, en plus, tu es quand même censé faire une petite découverte, je sais pas. Parce qu'il faut les coacher, tes équipes, à un moment donné. C'est clair. Je me suis dit, bon. Donc, franchement, s'il y a une chose que vraiment je trouve red flag, je pense que c'est ça. Et mytho. Mais ça, tu le vois pas tout de suite non plus. Donc, tu le vois si tu fais des appels de référence, il t'a dit un chiffre, le manager te dit pas le même chiffre, tu peux faire un peu des checks de cohérence. Mais moi, ça, je trouve ça nul parce que ça finit toujours par foutre la merde, en fait. Ouais, puis ça finit toujours par se savoir. Oui. Et ça finit toujours mal d'une manière générale. Et un petit problème, ça en devient un énorme, quoi qu'il arrive. Et c'est vrai que vu que dans les sales, on a l'habitude de travailler la façon dont on se présente, dont on parle, c'est pas toujours facile à déceler, je trouve, en entretien. Donc, faut arriver à trouver les petits... si le mec se connaît bien, normalement, se vendre, c'est assez simple. Enfin, s'il est bon commercial, c'est assez simple, quoi. Si t'es pas capable de vendre le premier produit qui est toi, c'est compliqué. C'est ça. Après, il faut se connaître. Et voilà, c'est la difficulté. C'est clair. Et toi, Marie, à titre perso, c'est quoi ton rapport à la vente? Moi, il est quotidien, déjà, parce que je trouve que dans n'importe quel métier, on peut pas ne pas savoir vendre.
je sais pas, t'es boulanger, bon bah il faut quand même, tu vois, bon c'est peut-être pas forcément le meilleur exemple, mais tu devras forcément vendre tes pains à un moment ou mettre en avant tes produits, connaître tes clients pour toujours leur proposer le meilleur pain potentiellement ou truc qu'ils aiment dans la boulangerie. Je trouve que même quand tu passes des entretiens d'embauche, tu te vends, on en parlait. Donc moi, mon rapport à la vente, il est quotidien. Déjà, quand tu es entrepreneur, tu passes ton temps à vendre ta boîte. Enfin moi, quand je prends des taxis, des Uber, dès que je rencontre des gens, je leur parle de ma boîte. Tu fais l'évangélisation au cas où. Oui, on sait jamais. En fait, Iconoclaste, ça pourrait toujours convenir aux potes de potes, cousins de cousins, peut-être pas grand-mère, mais et encore, il y a des jeunes grand-mères de je sais pas qui. Donc, mon rapport à la vente, il est vraiment quotidien, quoi. Dès que je parle de ma boîte, finalement, je suis un peu dans une posture de vente. Ça peut être de plusieurs genres, tu vois. Même quand tu es avec tes potes, tu parles toujours à un moment de ta boîte ou de ce que tu as vendu comme deal ou du super profil que tu as recruté. Moi, c'est con, mais même un profil que je recrute, à un moment, je lui vends la boîte. Tu lui as vendu ton projet, en fait. Quand on recrute des étudiants, on leur vend Iconoclaste. Quand on va chercher même des bureaux, il faut montrer qu'on est le super locataire. Tu vends un peu aussi ton business. En fait, quand tu es DG de ta boîte, tu passes ton temps à vendre. Donc, quotidien. Ok. Et tu me parlais de différents types de ventes. Ouais. C'est quoi ta plus belle vente? Je sais pas si je pourrais dire qu'il y en a une parce que, en réalité, tu sais que même encore, c'est rare, mais il m'arrive encore de prendre mon téléphone et d'essayer de closer des futurs élèves. Je l'ai fait vendredi dernier, ça me fait penser à ça. Mais je pense que la meilleure vente pour moi, c'est la vente où tu réponds vraiment à un besoin. Et je pense que moi, je peux pas t'en citer une. Il n'y a pas de plus belle vente que quand je me suis dit, là, par exemple, le mec, le B2C, le chauffeur de taxi qui vient, que j'ai réussi à closer, qui va faire la formation, qui va changer de vie, où je sais vraiment que ce que je vais lui proposer, du jour au lendemain, il va changer. Je pourrais pas te citer un exemple parce que dans les milliers d'étudiants qu'on a sortis, j'ai beaucoup de coups de cœur. Mais en tout cas, je dirais une vente. T'as pas un petit chouchou? Si, j'en ai plein des chouchous, mais dès que je commence à sortir des chouchous, après, ça devient compliqué dans les promos. T'as des jaloux après. Grave. Et après, je pense que d'une manière générale, les ventes que j'ai trouvées belles, c'était en levée de fonds. Ouais. Parce que quand tu es en levée, c'est assez... faut arriver à vraiment rien prendre personnellement. Et ça, je pense que c'est un truc aussi de la vente, c'est que quand tu montes une idée, quand tu crées une boîte, le produit, c'est aussi un peu de toi. Enfin, tu vois, tu as mis toute ton énergie, tu as mis tout ton jus de cerveau, etc. Et en levée de fonds, on a levé plusieurs millions. Et c'est vrai que le jour où il y a un gros fonds qui m'a dit oui, après des nombres de rounds, on a eu 7 ou 8 rendez-vous. Lui, en l'occurrence, il mettait 1,2 million. Je me souviens que ça m'avait fait un truc où je me suis dit, bon, bah, ce que je fais, ça a du sens, ça tient la route. C'est pas une récompense parce que lever des fonds, ça veut tout et rien dire, mais c'était une sorte de reconnaissance en tous les cas que ce qu'on faisait, ça avait du sens, c'était innovant. Ça allait pouvoir avoir du sens pour plein de personnes ensuite qui se feraient former. Donc, je pense que peut-être la fois où j'ai levé ce 1,2 million avec ce fonds, en tout cas, c'était une belle vente. Tu t'es sentie bien, quoi. Ouais, je me suis sentie bien. Je me suis sentie à ma place, au bon endroit, au bon moment, à vendre la bonne chose à la bonne personne. Okay. C'est un autre type de vente, mais c'est une sorte de vente. Et est-ce qu'à l'inverse, il y a des fois où tu pars sur un format de vente, peu importe lequel, tu dis putain, je l'ai raté, je l'ai foiré, ou ça s'est mal passé, tu sais pourquoi ou tu sais pas pourquoi, est-ce que ça t'arrive ou pas? Oui, bah ça m'arrive plein de fois, hein. Ça peut être des recrutements. Mais ça me fait... Enfin, une vente où vraiment on s'est foiré, je dis on, parce qu'on était plusieurs sur le rendez-vous, mais où vraiment, moi, j'ai trouvé que j'avais pas brillé. C'était avec un grand groupe, donc tu sais, on vend aussi des formations B2B en entreprise. J'avais rencontré un patron de grand groupe avec qui j'avais hyper bien matché, tu vois, tout ce qu'il me disait, ça avait du sens pour moi et inversement. Et il m'avait fait une intro, en gros, avec son directeur commercial, en lui disant « prends la formation de Marie, c'est génial, etc. » Moi, j'aime bien les recos parce qu'en général, tu arrives avec... une certaine autorité. Ouais, exactement, c'est plus facile, tu as un premier lien. Et c'est marrant parce que ça m'était jamais arrivé, mais je m'étais toujours dit, si ça vient du boss, ça va se faire. Limite, c'est fait, tu vois. Et je pense que je suis arrivée en me disant tellement que ça allait se faire, que j'ai manqué de préparation sur le rendez-vous, pas posé assez de questions pendant une découverte et que du coup, je suis passée à côté de pas mal d'enjeux. Et en fait, ça s'est fini où on a fait une propale... où vraiment, en voyant le devis, je m'étais dit, bon, c'est cool, c'est un beau deal, c'était presque le plus gros deal qu'on ait jamais signé.
Et en fait, je suis passée complètement à côté, on s'est vautrés. Ils n'ont pas signé le deal, ça c'est sûr. Et en plus de ça, ils ont pris notre concurrent en donnant notre devis et en disant regardez ce qu'ils font, vous me faites 50% moins cher et c'est vous qui prenez le deal. Et bon, évidemment, tout finit par se savoir, donc j'apprends ça et je me dis mais c'est un deal, c'est jamais fait. Et en fait, il faut toujours aller surpréparer. Tu pourras jamais être trop préparé, en fait. Au pire, tu diras pas toutes tes infos, tout ce que tu sais, tout ce que tu penses savoir. Ouais, c'était vraiment à chier. Et franchement, j'en ai fait plein comme ça, où ça manquait de prépa. Je pense que quand tu te sens pas bon à la fin du rendez-vous, tu peux avoir des bonnes surprises. Hein. Mais là, c'est vrai que je m'étais dit, bon, franchement, j'étais flinguée, mais bon, ça vient du boss, donc peut-être que ça signera. Erreur. Ça, c'est drôle ce que tu me dis parce que ça m'est arrivé, moi, avant-hier. Ah ouais? Avant-hier. Même cas? Lundi matin, on met un gros client en visio, très gros client, une boîte du CAC, pour un gros service. Et on me dit, super bon premier feeling, super bon premier rendez-vous, il faut que ce soit toi qui le fasses pour le closer, etc. Bon. Ouais. Et bon, tu le sais, j'ai un bébé aussi, qui a pleuré toute la nuit, dimanche à lundi. Ouais, ça arrive. Et donc, tu dors pas bien, tu arrives lundi matin, tu fais la gueule, tu arrives peut-être la demi-heure plus tard que d'habitude, et tu prépares pas ton rendez-vous. Ouais. Tu te dis, c'est pas grave, j'ai vos talents, je suis formateur, je connais. T'es pas bon, le mec il est fermé aussi, autant que toi, et en fait ça se fait pas. Ouais. Tu fais ton appel de vente, t'es mauvais, tu le closes pas, et t'as perdu. Et tu ressors, et soit tu te dis, et c'est un peu ce que tu disais au début, bah c'était un con, il était fermé, et il m'a pas encore dit non, donc non, t'es pas encore un con, peut-être après. Mais je reviendrai te chercher de toutes les manières. C'est un con, il était froid, il m'a pas posé de questions, il était pas intéressé, c'était perdu d'avance. Et puis en fait, je suis toujours aussi fort et trucs. Ou alors tu te dis, bah non, ça n'engage pas ma valeur, mais je l'ai pas préparé, j'étais pas dans mon mood, j'avais pas d'énergie, j'étais pas Ce qui veut pas dire que t'es nul d'une manière générale, ce qui veut dire que là, t'as pas été assez bon sur ce qu'il aurait fallu faire. C'est ça. Et c'est ok, hein. Enfin, je veux dire, ça arrive. Et tu vois, j'en ai parlé avec les équipes parce que t'as ce côté un peu le patron, le truc, machin. Je dis, bah voilà, je me suis pas préparé, tout ce que je vous dis de faire, je l'ai pas fait. Donc je l'ai raté, bah c'est bien fait pour moi, c'est dommage. Et tu bonne vois, leçon pour vous tous là. Ouais, c'est et ça. Nous tous d'ailleurs. C'est ça, au moins que quelqu'un en apprenne un truc, tu vois, de ce truc-là. Et j'en ai même envie d'en faire un post LinkedIn ou un truc, parce que, alors sur LinkedIn, t'as l'impression que tout le monde est le meilleur, le plus beau, que tout réussit à tout le monde. Il y a que des milliardaires sur LinkedIn, c'est bien connu. Et j'ai dit, mais en fait. En bossant 2 heures par semaine. Ouais, c'est ça. Au Portugal. Parce que sinon, tu t'ennuies, c'est bien connu. Oui, c'est clair. Mais et j'ai envie de dire, voilà, c'est ça la vraie vie. Et c'est ça d'être commercial. Un commercial qui a 40 ans d'expérience demain, il peut se foirer parce qu'il n'est pas préparé ou pas dans le bon mood, etc. Quoi. Totalement. Donc, totalement. Voilà, c'était la petite aparté. Voilà, notre apprentissage du jour où il faut toujours venir préparer un rendez-vous. Et que ça n'exclut pas le fait de poser des questions, même si tu as l'impression de tout savoir. Encore mieux. C'est clair. C'est ça. En fait, si, là, je vais poser des questions. Mais des questions de merde. Ah ouais, des pas questions, assez en fait, ciblées. Tu sais, les questions que tu poses pour dire j'ai fait mon travail, j'ai posé des questions et on passe à l'étape d'après. Quoi. Ouais. Mais bon, c'est comme ça. Tu auras peut-être une opportunité de rectifier. Je viendrai faire une formation chez Iconoclast. Allez, quand tu veux. Quand tu veux. Bon, du coup, chez Iconoclast, tu m'en as parlé un petit peu en off. C'est quoi les projets à venir? 2 choses. Là, on va se lancer sur un nouveau format qui serait l'alternance. En tout cas, c'est quelque chose qu'on va explorer en 2025. Peut-être lancer des villes. Aujourd'hui, on est à Paris et on peut aussi se former en distanciel, mais on aimerait bien tester, pas d'adresser un peu plus de villes que Paris, pour être encore plus accessible. Et puis, le B2B pleine balle. Aujourd'hui, c'est un tiers de notre CA, mais j'aimerais bien que ça passe à la moitié l'année prochaine. Donc, on va renforcer les équipes. Donc, des trajectoires B2C avec un nouveau format et des nouveaux lieux. B2B, on va essayer de muscler encore un peu plus l'appareil avec tout ce qui est IA dans la vente aussi, où c'est un sujet qui nous intéresse pas mal. Donc, j'espère une belle année. Ok, bon, on te le souhaite, en tout cas. J'espère. Ok, moi j'ai une dernière question. Allez, 2 dernières questions. Allez. Qu'est-ce que tu conseillerais à un étudiant qui passe son bac cette année, qui a 18 ans et qui adore le commerce, qui adore la vente? Donc, on sait déjà qu'il adore le commerce et la vente. Ouais. De venir chez Iconoclast. Ok. Même s'il n'a pas son bac, il peut venir. Non, je pense que première chose, il faut quand même qu'il s'intéresse vraiment, d'une manière générale, tu sais, au podcast, même à des livres. Il y a quand même des livres aussi qui sont sympas sur la vente. Les podcasts, on en est la preuve. Je pense que c'est une source un peu sympathique d'apprentissage
et que ton cerveau, c'est pareil, il retient bien quand tu es même parfois un peu en off, mais tu as une info comme ça qui va popper et dont tu vas te souvenir. Donc, non, je lui conseillerais de passer un été à poncer potentiellement des podcasts, des livres, des vidéos YouTube. Et puis, peut-être même de faire un stage de cold call ou même de la levée de fonds pour des assos l'été ou quoi. Ça peut être cool en première expérience. Et puis ensuite, devenir chez Econo. Très bien. Et puis peut-être après chez toi. Mais parfait, c'est le cycle de vente optimal. Il y a quelqu'un qui ne sait pas quoi faire. Quelqu'un, 18 ans, là, il doit remplir Parcoursup, ou je ne sais plus comment ça s'appelle. Qu'est-ce que tu lui conseilles de faire pour savoir ce qu'il a envie de faire? Ouais, moi je pense qu'il devrait se noter les choses qui sont hyper importantes pour lui et les choses qui sont secondaires. Je pense que quand on fait des choix, il y a toujours des choses qui vont être... Je te donne un exemple. Est-ce que le salaire, c'est plus important que le temps pour toi? Ou est-ce que bosser à 1 heure de chez toi, c'est plus important que d'être assis ou debout toute une journée? Enfin, en fait, il y a plein de critères dans des jobs. Je pense que déjà, il faut se noter ce qui est important pour nous. Et puis ensuite, de demander à ChatGPT, avec tous ces critères, trouve-moi des jobs. Et peut-être de faire des sortes d'immersions. Bon, tout le monde ne le propose pas, mais je pense que ça vaut le coup d'aller un peu au culot, demander à tel ou tel... je ne sais pas si tu rêves d'être fleuriste, si tu rêves d'être directeur marketing, d'essayer d'en contacter ou d'aller en voir pour faire une journée d'immersion. Un peu un vie ma vie. Et sur plusieurs métiers. Moi, je pense que mon rêve, si je devais peut-être aussi réformer les écoles plutôt maternelles, ce serait déjà d'ajouter du développement personnel dans les écoles de manière générale, parce que apprendre les maths, c'est top, mais si en fait tu ne te connais pas toi-même, que tu es en PLS dès que tu parles à quelqu'un, ou que, je sais pas, tu n'arrives pas à poser ta voix, je trouve ça triste en fait. Je trouve qu'on est des humains, mais qu'on passe peu de temps sur nos qualités humaines finalement à l'école. Et le deuxième truc, ce serait d'ajouter vraiment un côté découverte des métiers. Je pense que dès qu'on est tout petit, on pourrait aller un après-midi à la caserne, un après-midi dans une entreprise, un après-midi peut-être dans une NASA ou un labo, je sais pas. Je pense que si, depuis qu'on a même 10 ans, jusqu'à nos 18 ans, tous les vendredis après-midi, on avait découvert un job, il y aurait beaucoup moins de gens au chômage et beaucoup moins de gens en burn-out, quoi. Tu sais qu'on est mercredi. Oui. Macron va donner son gouvernement. Je crois qu'il y a un poste de ministre de l'Éducation qui t'attend. Ouais, je sais pas. Je pense que je serai jamais assez politique et que mes idées sont peut-être trop tranchées, mais peut-être qu'un jour je serai un peu conseillère ou tu sais, plus dans les dessous, quoi. Peut-être qu'on a besoin de gens plutôt comme toi que de gens comme il y en a là actuellement. Non, mais c'est des vraies questions. Après, je pense que ils essaient de s'entourer. Je le vois de plus en plus de gens de l'EdTech. Il y a des assos EdTech France, etc., qui sont de plus en plus liés avec le gouvernement. Donc, je suis sûre qu'il y a plein de choses qui vont être faites. Même la digitalisation des classes, etc. Je pense que ça va... Petit à petit, il y a des choses qui vont être faites. Mais c'est vrai que c'est un sujet qui touche tout le monde, qui est passionnant et qui est mouvant, parce que ce qu'on se dit aujourd'hui, dans 10 ans, peut-être que notre interview, 5 ans, elle sera totalement obsolète et qu'il faudra se refaire, apprendre de nouvelles choses, quoi. Peut-être, j'espère que ce sera pour le meilleur et pas pour le pire. Oui, c'est vrai. C'est pas bien parti là. C'est vrai, tu as raison, c'est un bon point. J'espère aussi. Et dernière question, théorique, parce qu'après il y a une petite partie de pratique. Si tu avais l'opportunité, toute époque confondue, de dîner avec une personnalité, ce serait qui et pourquoi? Peu importe qui tu veux. Oui, Michelle Obama. Ouais. Gros crush sur elle. J'essaie d'être partout où elle pourrait être. Je regarde tout ce qu'elle fait. J'ai lu ses bouquins. En fait, je la trouve hyper powerful. Et je pense que d'une manière générale, quand on est une femme... Moi, j'ai souvent donné des modèles hommes. Parce que même s'il y a des femmes extraordinaires, elles ne sont pas forcément assez mises sur le devant de la scène. Ce qui fait que des gens comme moi ou comme n'importe quelle femme pourraient les connaître. Et je trouve que Michelle Obama, elle a su faire ça. Alors évidemment, en étant la femme de Barack, mais... Quand tu connais l'histoire, tu sens qu'elle a été une grande aide finalement dans l'ascension aussi de Barack. Je rêverais de dîner avec elle. Il le dit d'ailleurs. Oui, il souvent. le dit bien sûr. Sinon, il se fait baffer, je pense, à la maison. Il prend une grosse claque. Et du coup, qu'est-ce que tu lui demandes à Michelle si tu as une question à lui poser? D'où elle tire cette rage? Parce que forcément, quand tu as le couteau entre les dents, c'est souvent nourri de quelque part. Et j'aimerais savoir d'où ça vient, cette animosité, quoi, à toujours faire mieux, à se battre, à être qui elle est. Enfin, je sais pas, je la trouve... Bon, j'aurais une centaine de questions pour elle, mais ce serait la première que je lui poserais, je pense. Et si, là, tu la croises là dans la rue à Paris, elle est à Paris, tu peux l'inviter à dîner, tu l'invites où?
Je l'invite chez moi. Chez toi? Ouais, je l'invite chez moi, je lui fais à bouffer. Et tu lui fais quoi? Je connais pas ses habitudes alimentaires, Ouais. donc je pense que j'irai peut-être sur un truc veggie. Un potiron farci au mot d'or, je sais pas. Un truc simple Pas parce mal, que... un truc français quand même. Ouais, on a un truc français, on se servira un petit verre de wine et puis Ouais. voilà, je lui présenterai peut-être ma fille ou mon mari s'il passe par là Ouais. et à la cool quoi. Ok. Ambiance intimiste pour des discussions profondes, hors caméra, hors Ritz. Allez, Michel, je suis sûr que tu nous écoutes Michel, là, à l'heure actuelle. On le sait. Dîne avec Marie, s'il C'est te clair. plaît. Tu sais qu'en vrai, on pourrait essayer de prendre cette partie, de taguer tout le monde. Ah ouais, Tu sais que c'est comme ça que j'ai eu un rendez-vous avec Xavier Niel. c'est vrai? Ouais. On avait interviewé une centaine de nos apprenants. On leur Ouais. avait dit qui tu rêves d'avoir en Ouais. prof. Ils avaient tous dit Xavier Niel. Bon, c'était un montage. Hein. Et on a fait les 100 shorts. La personne de mon équipe qui s'occupait de ça l'a envoyé à Xavier. Il m'a proposé un rendez-vous la semaine d'après. Et bah, tu sais quoi, on va la tenter. Et Michel, s'il vous plaît, ouais. taguez tous Michel. Michel. C'est mon rêve. Je t'invite chez moi, Michel. tu vas manger un potiron Ouais. Mont d'Or. T'as jamais Incroyable. goûté de Mont d'Or de ta vie, c'est sûr. sûr. Et ben écoute, on va la tenter. On va la tenter. Mais ça, c'est à une condition. Ouais, C'est qu'il y a eu la partie théorique, maintenant il y a la partie pratique. ouais, Il faut que tu me vendes un produit. ouais. Et il n'y a que des produits de super grande qualité en cette approche de Noël. Genre, Alors, je vais les chercher. Tu vas choisir l'objet du crime. les fameux que j'ai vus en arrivant. Et oui, Oh là 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 là. t'as le caleçon reine que tu dois vendre à ton mari. À mon mari. Ouais. Donc toi, tu feras le vendeur. Enfin, toi, tu fais qui? Moi, je suis spectateur. Enfin, je suis Ah, ton ok. mari si tu veux, mais je te réponds quoi. Ça, tu dois les vendre à Michelle Obama. Ok, Je peux être Michelle Obama si tu veux. ok. Et ça, tu dois le vendre à ta fille dans 1 an. C'est un dentifrice chocolat vanille de Choupa Choups. Ok. Ça, c'est bien parce qu'elle adore se laver les dents. Ouais. Incroyable. Donc, tu veux qu'on fasse un roleplay? Ouais. Ok. Donc, toi, Avec le t'es... produit de ton choix. Moi, je suis l'interlocuteur de ton choix. Ok. Mais donc, ça veut dire que t'es quelqu'un qui le veut pas forcément ou t'es quelqu'un qui peut... T'es un prospect? Je suis un prospect. Ok, super. Peut-être qu'on va prendre ça, c'est peut-être ce qui me parle le mieux. Allez, donc je suis Michelle Obama. T'es Michel. Ok. C'est parti. Oh, Michel! Hi, nice to meet you. Ah, nice to meet you. We do it in English. Non, Michel, j'adore votre micro. Il est très sympa. Il nous enregistre en ce moment? oui, il nous enregistre. Oh là là, dis donc, vous êtes une femme suivie. Oui, ma je chère fais un Michel. reportage sur l'éducation en France et aux États-Unis. Ok, super. On aura l'occasion de s'en reparler. J'adore vos boucles d'oreilles, d'une manière générale. Comment vous les décririez? Je prends un peu au coup de cœur, Ouais. globalement, quand j'en passe. J'en vois qui me plaisent, je les achète. Il y a aussi des entreprises qui me les offrent pour que je les porte. Et puis voilà. Ok. J'ai l'impression que d'une manière générale, vous êtes une femme authentique. Bon, moi, c'est ce que je vois de mes yeux. Qu'est-ce qui est important pour vous quand vous portez des boucles d'oreilles ou quand vous achetez des boucles d'oreilles? Alors déjà, c'est la qualité Ouais. qui va être importante pour moi et l'image que ça renvoie. Hmm. Parce que, ancienne première dame des États-Unis, on est regardé, l'importance de l'image, etc. Donc, quelle image ça va renvoyer de moi, en effet? Ok, donc plutôt sur la marque ou plutôt même sur les composants ou la manière dont ont été faits les Alors, composants? la marque, pas tant que ça, mais plus l'image que ça renvoie esthétiquement et surtout, Hmm. en effet, les composantes, Hmm. qui l'a fabriqué, dans quelles conditions, avec quel matériel, est-ce que c'est J'imagine. recyclable, est-ce que ça ne l'est pas, voilà. Ok, super. Vous avez un budget d'une manière générale pour vos boucles d'oreilles? Non, Barack doit se faire attraper de beaucoup de choses. Ah. Je n'ai pas de budget. Ah, c'est votre mari alors qui vous offre des boucles d'oreilles en général ou vous en achetez aussi vous-même? En général, c'est moi qui me les offre, mais des fois, il me fait des cadeaux. Ok. Est-ce que vous avez des couleurs préférées peut-être? J'aime bien le rouge. Le rouge, ok. Le C'est vrai rouge. qu'en période de Noël, alors on est totalement dans votre Ah période. non, merde, c'est le bleu, les démocrates. Le bleu, Le j'aime bleu. Est-ce que j'ai du bleu? Non. Ok. Et le bleu, vous l'accordez avec d'autres couleurs d'une manière générale? Ouais, j'aime bien l'argent, j'aime bien les couleurs, quoi qu'il arrive. Ok, Donc, ça, c'est pas un sujet. ok. Super. Comment vous aimez la portabilité? C'est pas forcément le bon mot de la boucle d'oreille. Plutôt quelque chose de léger. D'une manière générale, est-ce qu'il y a une trend sur les boucles d'oreilles que vous portez et le poids qu'elles font, on va dire? Non, pas plus que ça. Ok. J'essaye de changer de façon. Donc, j'ai des créoles qui sont un peu plus lourdes que des petites puces qui sont pas très lourdes. C'est pas un sujet pour moi. Ok. Vous venez pour
Une recherche particulière ou là vous êtes juste en train de vous balader, faire les boutiques? Non, je me balade et c'est vrai que j'ai trouvé que vous aviez une belle boutique, donc je suis Merci. rentré. Adorable, adorable. Qu'est-ce que vous pensez de cette petite paire de boucles d'oreilles avec des sapins en cette période hivernale? Bah, elles sont mignonnes. Après, je sais pas si je pourrais les porter autrement que le soir de Noël, quoi. Mais c'est vrai que c'est joli, vous faites un beau travail. Vous les porteriez le soir de Noël? Possiblement, ouais. Possiblement, ouais. Comment vous allez vous habiller le soir de Noël? On a une tradition aux États-Unis, c'est qu'on met tous un pull de Noël avec un renne dessus Trop sympa. et le Père Noël de dessiner. Trop sympa. Bah écoutez, je pense que le Père Noël a besoin de son sapin finalement d'une certaine manière et que ça pourrait fitter. Alors ces boucles d'oreilles, elles sont bon déjà elles sont hyper cool. Vous ferez la différence nécessairement avec celle-ci parce que vous êtes une femme de caractère. Vous avez besoin d'un petit élément sur la tenue qui est de caractère. Bon, je comprends que le pull, il y aura déjà un aspect un peu particulier, on va dire, si c'est un pull de Noël. Mais ces boucles d'oreilles, elles font un effet de dingue et j'ai des clientes super connues ou en tous les cas avec une personnalité un peu atypique comme la vôtre qui sont venues me voir en me disant qu'on leur avait qu'on les avait arrêtées dans la rue pour ces boucles d'oreilles. Bon, vous n'avez pas besoin de vous faire arrêter dans la rue parce que c'est déjà le cas, vous faites reconnaître, mais tout de même. Fabrication 100% française. Ok. Je sais que vous aimez la France parce que j'écoute beaucoup vos discours d'une manière générale. Et il y a 60% des dons qui sont reversés à une asso pour les femmes. Et pareil, bon, ça c'est quelque chose que vous ne m'avez pas dit mais que je sais sur vous. Je pense que ce sera peut-être quelque chose qui vous touchera. Voilà, prix pas exorbitant, 100 €. Mais je pense que si c'est un coup de cœur pour vous, je pense que d'ailleurs le mieux, ce serait que vous les essayiez. Ouais. Donc, je peux les essayer. Vous pouvez en mettre une à côté de votre visage, comme ça je vais vous montrer. Je suis sûr que ça va m'aller à ravir, c'est bien. Ouais, elle est un petit peu... Tournez-la un peu. Ouais. Super. Ah, franchement, c'est incroyable. Faut que je les prenne. Incroyable. Je vais appeler Barack pour qu'il amène sa carte bleue. Merci. Et ben j'ai hâte. Est-ce que peut-être on pourra faire une petite communication sur le fait que vous portiez ces boucles d'oreilles? J'adore vraiment vos discours et je serais ravie que vous soyez finalement l'image de Oui, mais avec plaisir. J'adore la France. J'adore la France. J'adore la France. Cool. Et ben je vous les achète. Merci beaucoup. Bravo Marie. Bravo. Est-ce qu'il y a des gens qui font pas la vente? Jamais. Il y a des... Non, T'es un client sympa quand même. Je suis un client sympa. Mais t'en as très peu qui posent des questions en fait. Bah, c'est la base. T'en as beaucoup qui vont te faire, qui vont te prendre une preuve sociale, qui vont te prendre un pain, un truc, et qui foncent dessus, sans poser de questions. Bon, c'est la fin du truc, on le valide en 30 secondes, parce que tu peux dire, bah non, c'est pas ça, c'est pas un cours de vente, sûr. mais voilà. Mais là, elle était bien, ouais. Cool. Bon, alors on peut toujours mieux faire, mais c'est sûr que... Prendre des petites boules. Elles sont charmées, cela dit. Tu pourras les garder et les mettre à Noël. Elles sont incroyables. Tout ce que tu m'as dit, ça s'applique à toi, en fait. Ah, je les trouve cool. Moi, je les mettrais. Ouais, bah pour Noël, c'est sympa. Ouais, c'est fun. Ouais, elles ont tout acheté ça, les filles, ce matin, là, chez Action ou Normal. Ah ouais, c'est trop drôle. Ils ont pris quoi, les autres? Il y en a un, on l'a forcé à faire ça. Oh non. Parce que il y en a un de tout à l'heure, on lui a fait les boucles d'oreilles. Il est arrivé un peu grande gueule, les dates Tinder, machin, etc. Je dis, bah toi, regarde, tu vas vendre ça à ton date Tinder. Et l'autre, il dit, moi, je suis pas comme ça, je suis en couple, je suis fidèle, etc. Je dis, bah toi, tu vas vendre ça, mais à ton beau-père. Waouh, c'est dur ça. Hein. Ouais, c'était solide. Ah ouais, c'est très très dur. Ils ont pas... T'as été sympa, toi. Ouais, j'étais sympa. Merci. Bon, t'en as pensé quoi? Bah, trop bien, trop sympa. Ouais. C'est cool, franchement, il y a plein de trucs, il y a plein de questions qu'on m'a jamais posées et tout. Je pense que ça va être cool. Toi, t'en as pensé quoi? Moi, je trouve ça très sympa. Je trouve bon, ça passe toujours très vite et c'est hyper intéressant. Ouais. Et t'as une vision qui est différente. T'as une vision un peu surélevée de par ta position aussi, où tu vois ce qui se fait de bien, ce qui te fait de moins bien, comment tu vas les accompagner et tout. Donc, je trouve que c'est un angle différent. Cool. Tu sais, les podcasts, t'en as plein. Ouais. Sur la vente, t'en as quelques-uns. Donc, on va pas rentrer en concurrence et d'apporter une vision un peu atypique ou un peu différente. Donc, c'était cool. Ouais. Et je pense que c'est intéressant parce que ça peut intéresser les gens qu'on cible. Donc, trop bien. Donc, voilà, très sympa. Trop sympa. Merci beaucoup pour votre attention. On remercie Marie pour sa présence. Marie, j'espère que tu as kiffé. C'était trop sympa. Merci Simon. N'hésitez pas à nous écrire et sûrement à la prochaine. À la prochaine et bonne fête parce que nous, on est encore en décembre. C'est vrai.
Bye bye. À bientôt, salut. C'était Plus belle la vente. Merci de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode vous a plu et on vous donne rendez-vous tous les mardis pour plus d'histoires autour de la vente. N'hésitez pas à vous abonner à notre page.